En moins de 3 ans, 3 pays ont tout changé en même temps. Ils chassent leurs partenaires militaires, rompent leurs alliances historiques et quittent la principale organisation régionale du continent et bâtissent à la place quelque chose de nouveau. Comment est-ce possible? Et surtout, pourquoi maintenant? Pour répondre à cette question, il faut d'abord regarder ce qui existait avant et ce qui ne fonctionnait plus. Dans cette région, 2 groupes armés se sont développés au fil des années et ils n'ont pas grand-chose en commun. Le premier s'appelle le JNIM. C'est un groupe lié à Al-Qaïda. Il opère surtout dans les zones rurales, le centre du Mali, le nord du Burkina Faso. Le second s'appelle l'OIGS. Lui est lié à Daesh. Il préfère l'Est, la zone des 3 frontières, le nord-ouest du Niger. Les 2 groupes ne coopèrent pas. Parfois, ils se combattent. Pour comprendre comment ces 2 groupes ont pu prospérer, il faut revenir à un moment précis. Tout bascule en 2012, lorsque la Libye voisine s'effondre. Cet effondrement libère un flot d'armes et de combattants qui descendent vers le sud. Et c'est le nord du Mali qui s'enflamme le premier. Mais il faut bien comprendre une chose. Si ces groupes s'enracinent aussi facilement, c'est parce que l'État est déjà absent de ces immenses zones rurales, où d'anciennes tensions entre communautés couvent encore. Face à cette menace qui grandit, la réponse extérieure est massive. Dès 2013, la France lance l'opération Serval, qui deviendra ensuite Barkhane. Et si la France peut intervenir aussi vite, c'est qu'elle est déjà présente tout autour de la région depuis longtemps. De son côté, l'ONU déploie une mission de maintien de la paix, la MINUSMA, pour stabiliser le Mali. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car 10 ans plus tard, malgré toutes ces forces sur le terrain, le résultat est l'inverse de ce qui était promis. Les groupes armés contrôlent davantage de territoires qu'en 2012. Comment l'expliquer? Tout simplement parce que ces armées tenaient les villes, mais pas les campagnes. Et sur ces immenses étendues, une force militaire étrangère ne pouvait pas régler des conflits locaux qui, eux, duraient depuis des générations. Cette violence ne reste pas confinée au Mali. Dès 2015, les groupes armés débordent vers le Burkina Faso voisin. Et en 2022, près de 40% du territoire burkinabé échappe désormais au contrôle de l'État. C'est dans ce climat d'échec qu'en juillet 2023, le Niger bascule à son tour. Les militaires y prennent le pouvoir à Niamey. La réaction ne se fait pas attendre. La CEDEAO, la grande coalition qui réunit 15 pays d'Afrique de l'Ouest, brandit aussitôt la menace d'une intervention armée pour rétablir l'ordre. Et c'est précisément ce qui va tout déclencher. Face à cette menace, Bamako et Ouagadougou répondent d'une seule voix. Toute agression contre le Niger sera désormais considérée comme une déclaration de guerre contre eux 3. Et le 16 septembre 2023, les 3 pays scellent leur union en signant la charte du Liptako-Gourma. C'est ainsi que naît l'Alliance des États du Sahel. Mais ce nouveau bloc va très vite être mis à l'épreuve et tout va se cristalliser sur un seul point de la carte. Une ville que tout le monde regarde. Kidal. Depuis 2012, cette ville échappe complètement à l'État malien. Elle est aux mains de groupes armés Touaregs. Et les casques bleus de l'ONU, présents sur place, n'ont pas pour mandat de la reprendre par les armes. Tout change en novembre 2023, lorsque l'ONU se retire. Les forces armées maliennes, appuyées par Afrika Korps, le groupe paramilitaire russe anciennement connu sous le nom de Wagner, lancent alors l'offensive. En quelques jours seulement, le drapeau malien flotte à nouveau sur Kidal. Pour Bamako, c'est une victoire politique majeure. Mais cette victoire a aussi une part d'ombre. Selon un rapport des Nations Unies, de graves exactions ont visé des civils, notamment à Moura, où, d'après ce même rapport, plus de 500 personnes ont perdu la vie en l'espace de 5 jours. Et la menace, elle, est loin d'avoir disparu. Au printemps 2026,
Les attaques des groupes armés s'intensifient à travers le pays, mais l'armée les repousse et le pouvoir tient. Une façon de rappeler une règle implacable. Prendre un territoire est une chose, le conserver en est une autre. Car derrière les cartes et les drapeaux, il y a une réalité bien plus dure. Pendant que les armées avancent, les populations, elles, vivent tout autre chose. Des familles entières ont fui des villes comme Dibo, Ménaka ou Tillabéri, parce qu'on y coupait les routes, qu'on y contrôlait les puits et qu'on y fermait les marchés. Et le coût de cette transition est bien réel. On parle de près de 3 millions de déplacés et de plus de 15 millions d'habitants en situation d'insécurité alimentaire dans les 3 pays. Mais en même temps, l'Alliance dispose d'un atout que la pression extérieure ne peut pas effacer aussi facilement, ses ressources. Il y a d'abord l'or, que se partagent le Mali et le Burkina Faso. Et il y a surtout l'uranium et le pétrole du Niger. Ce sont des ressources dont le monde entier a besoin, et c'est précisément ce levier qui permet aux 3 pays de tenir face aux sanctions. Et les 3 pays ne se contentent plus de cette alliance militaire. En 2024, ils décident d'aller plus loin. Ils transforment l'AES en une véritable confédération et se dotent même d'une force armée commune dont le quartier général s'installe à Niamey, sur l'ancienne base de l'opération Barkhane. Il reste pourtant une question encore en suspens, celle du franc CFA. Cette monnaie commune, toujours liée à Paris, circule encore dans les 3 pays, et rompre avec elle serait sans doute leur prochaine grande décision. En l'espace de 3 ans, le Sahel a donc brisé un statu quo vieux de 60 ans. L'ancien modèle est mort et ce n'est plus vraiment la question. La vraie question désormais, c'est celle de ce qui vient après. Ce nouveau bloc parviendra-t-il à réussir là où les anciennes alliances avaient échoué, à sécuriser durablement les populations, à stabiliser ses frontières et à faire tenir dans le temps les institutions qu'il vient de bâtir? Car résister, l'Alliance a déjà prouvé qu'elle savait le faire. Construire, elle s'y emploie déjà. Mais durer, c'est ce qui lui reste encore à démontrer.